Donc nous abordons maintenant la fin de la première sous-partie de la première partie du cours, ou plus simplement la fin de la sous-partie qui était consacrée aux éléments de vocabulaire et de technique fiscale. En fait, on est toujours au début du cours, mais on a quand même bien avancé. Comme disait le Premier ministre britannique Winston Churchill, en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale, en gros, ce n'est pas la fin, ce n'est pas le commencement de la fin, c'est peut-être la fin du commencement. Bon, il promettait aussi à ses concitoyens du sang, de la sueur et des larmes, mais bon, on n'en est pas là. Donc, on va aborder un point assez complexe, en tout cas un point qui n'est pas facile à expliquer pour moi. C'est le point relatif à la territorialité de l'impôt. Je présenterai successivement l'idée générale, la notion de territoire fiscal français, et puis on abordera le territoire fiscal français du point de vue de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, le territoire français du point de vue de l'impôt sur les sociétés, et puis le territoire français du point de vue de la fiscalité des échanges. D'abord l'idée générale, une sorte de petite introduction si on veut. Ce dernier point de la territorialité de l'impôt est très important pour boucler notre survol des premiers éléments de technique fiscale. En France et ailleurs, les impôts sont très intimement liés à l'État. Ils servent à couvrir les dépenses publiques, ils sont plus ou moins choisis, ou du moins consentis par la population de l'État ou des collectivités. Enfin, les impôts sont prélevés grâce à l'autorité de l'État, comme le rappelle la définition de base de l'impôt. Vous vous souvenez, l'impôt est une prestation pécuniaire requise des membres d'une collectivité, perçue par voie d'autorité. Donc ça, c'est un point important, à titre définitif et sans contrepartie directe. Alors cette liaison impôts, État, territoire, est particulièrement vrai pour la France, qui est un État unitaire, comme on dit en droit constitutionnel, en droit public, hein, c'est-à-dire un État qui n'admet pas, ou alors très peu, des collectivités disposant d'une autonomie fiscale à l'intérieur de l'État. On va en reparler juste après, mais ça, contrairement aux États fédéraux, la France n'admet pas d'autonomie fiscale, ou très peu. Alors ces États fédéraux, vous les connaissez, hein, sont des États normaux, hein, la Suisse, la Belgique, l'Allemagne, les États-Unis, l'Inde, le Brésil, etc., admettent une certaine autonomie fiscale, ce qui n'est pas le cas dans des pays comme la France. Alors, les impôts dus à l'État ont donc toujours un rattachement territorial, en particulier donc dans les États unitaires comme la France. Ce rattachement territorial, ça peut être lié à la résidence du contribuable. On a aussi un rattachement territorial avec le lieu de travail ou d'activité du contribuable, que ce soit une personne physique ou une société, une personne morale. Le lieu d'achat ou de vente, hein, des biens et des services va être aussi une source de rattachement territorial, hein, de la fiscalité aux contribuables, ou encore l'endroit où sont situées des propriétés bâties ou non bâties du contribuable. Donc il y a plein de modes de rattachement territoriaux de l'impôt au contribuable. En général, le mode principal de rattachement, c'est celui de la résidence, hein, du contribuable, mais ça n'est pas le mode unique. Alors à partir de là, on peut se demander où est le problème. Au fond, le caractère unitaire de l'État devrait au contraire faciliter la mise en œuvre de la fiscalité sur un territoire homogène. Donc voilà, ça devrait être, semble-t-il, plus facile de mettre en œuvre la fiscalité en France que dans d'autres pays qui sont fractionnés avec des pouvoirs fiscaux répartis sur le territoire. Et ben, en fait, je devrais dire en droit d'ailleurs, il n'en est rien. Et cela pour deux ou trois raisons qu'on peut identifier. Il y en a sans doute plus, mais je vois deux ou trois raisons principales qui font que, comment dire, malgré le caractère unitaire de l'État, la fiscalité n'est pas homogène sur le territoire français. Voilà en résumé. Alors une première raison qu'on a eu l'occasion d'évoquer, qui rend la fiscalité assez sympathique, enfin pour moi en tout cas. La fiscalité utilise le droit, mais ce n'est pas strictement parlant du droit. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Enfin, je me suis déjà expliqué là-dessus, mais eh bien tout simplement que la fiscalité est une discipline en fait très pragmatique, qui au fond vise à faire rentrer l'argent privé dans les caisses publiques, et pour cela, presque tous les moyens sont bons, tous les moyens légaux, hein, comme dans la chanson de Jean-Jacques Goldman. S'il le faut, ben, le fisc va employer des moyens légaux pour faire rentrer l'argent. Donc, grâce à une révision du budget chaque année, hein, par ce qu'on appelle la loi de finances,
Alors là, je vous invite à regarder de nouveau la bande dessinée dont on a parlé plus haut. Le droit fiscal va être aménagé, la fiscalité va être aménagée de manière constante, permanente, comme on l'a déjà vu. Ça va donner par exemple un code général des impôts très touffu et presque illisible en vérité, qui va traiter des impôts sans jamais définir le terme impôt, comme on l'a vu, qui va comporter des articles à la numérotation illisible. Par exemple, l'article important, 39, quindecies A, ou encore l'article 44, sexies 0A, relatif, par exemple, aux jeunes entreprises innovantes. Ces articles contiennent quelquefois plusieurs milliers de mots, hein, par exemple l'article 39, tout court, relatif au calcul du bénéfice net, à plus de 6200 mots, par exemple. Donc, alors ce code, ce droit fiscal ne va pas non plus unifier le système d'imposition des entreprises, on l'a vu. Malgré l'unité territoriale, on aurait pu penser que on avait la fiscalité avec les clés en main pour être simple, et ben, c'est pas simple du tout, et en particulier pour l'affaire qui nous concerne, dans la grande affaire qui nous concerne dans ce cours, à savoir la fiscalité des entreprises. Toujours ce code général des impôts, hein, il va contenir 500 niches fiscales. Alors, les niches fiscales, ce sont des avantages fiscaux hein, particuliers euh, qui sont accordés à dans tel ou tel type de situation, à tel ou tel type de contribuables. Hein, et tout ça, ça représente un manque à gagner pour les finances de l'État d'environ 80 à 90 milliards d'euros par an. Et que le gouvernement n'arrive pas à supprimer. À chaque fois qu'il veut supprimer des niches fiscales, il en crée d'autres pour compenser. Enfin, je ne sais pas comment ça il se débrouille. Mais donc on voit bien qu'il y a un poids quand même électoral aussi derrière la fiscalité qui joue contre la simplification d'une certaine manière. Voilà. Alors ça, c'est la première raison qui fait que la, la fiscalité n'est pas simple malgré l'homogénéité du territoire français. L'homogénéité juridique, hein, je dirais, du territoire français. Deuxième raison, hein, donc, qui fait que ça n'est pas simple, le territoire fiscal, et on va le découvrir ensemble, c'est l'objet de ce paragraphe hein, qu'on est en train d'examiner ensemble. Le territoire fiscal français est différent du territoire national de la République française. Alors ça, c'est un tout petit peu surprenant, mais on va regarder ça. Enfin, troisième raison hein, qui fait que malgré le caractère unitaire de l'État, la fiscalité n'est pas homogène sur le territoire français. Troisième raison qui est liée à la première raison et à la deuxième. Compte tenu de l'évolution de la fiscalité depuis plus de 100 ans, voire 200 ans, pratiquement chaque grand type d'impôt a son propre territoire. Alors nous allons voir maintenant la notion, hein, dans ce cadre-là, de territoire français. Alors la notion de territoire français, ou plus précisément la notion de territoire fiscal français, puisque on va voir que le territoire fiscal français, enfin, il y a plusieurs territoires fiscaux français pour un seul territoire national, un seul territoire de la République. D'abord, on va regarder le principe qui est relativement simple, et puis on va voir les aménagements à ce principe qui, eux, vont poser quelques petits soucis, du point de vue, en tout cas, de l'apprentissage de la fiscalité des entreprises. Alors, le principe, il est simple et il correspond aux éléments que j'ai évoqués précédemment concernant le fait que la France est un État unitaire. Donc, la République française est un État unitaire, ce qui fait qu'en tant que république indivisible, selon les termes de la Constitution, d'une part, l'existence de pouvoirs politiques autonomes à l'intérieur de la République n'est pas en principe admise, et que d'autre part, le pouvoir de créer des impôts est concentré entre les mains du seul Parlement national, en application de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et en application aussi de la Constitution actuelle de la France, hein, du 4 octobre 1958. Donc voilà, les choses simples hein, sont simples plutôt du point de vue du principe. On va voir maintenant les aménagements à ce principe, et c'est là que les choses se compliquent un peu. Alors les principes justement que je viens d'évoquer, République indivisible, pouvoir de créer des impôts réservés au Parlement national, connaissent des aménagements constitutionnels ou des aménagements légaux. Alors, il y a un certain nombre d'aménagements constitutionnels qui prévoient des autonomies. Ça veut, quand je dis aménagement constitutionnel, ça veut tout simplement dire que ces aménagements sont prévus par la Constitution elle-même,
dans le cadre du texte du 4 octobre 1958, qui a été modifié quand même plus de 25 fois. C'est pas la Constitution américaine, hein, qui est très très stable. Là, on en est à notre 13e Constitution depuis la Révolution française, et cette Constitution a été modifiée au moins 25 ou 26 fois, si ce n'est plus. Donc la Constitution française, c'est un texte qui n'est pas aussi stable. C'est pas les tables de la loi, c'est pas la Constitution américaine, etc. Alors, sur la base du principe que rappelé ci-dessus, la Constitution et le Parlement ont donné à certains territoires une autonomie plus ou moins grande. Sur la base du principe rappelé ci-dessus, hein, tout pouvoir dans la Constitution et au Parlement national, la Constitution et le Parlement ont cependant donné à certains territoires une autonomie qui va être plus ou moins grande. Cette autonomie ou ces autonomies se manifestent notamment en matière fiscale. Il en résulte que le territoire fiscal français ne correspond pas à l'ensemble du territoire de l'État, mais va en être un sous-ensemble où il y aura plusieurs sous-ensembles de territoires fiscaux français à l'intérieur du territoire de l'État et de manière tout à fait constitutionnelle et légale. Donc voilà, c'est un peu ça. L'idée, si vous voulez, derrière tout ça, c'est qu'à partir du moment où la Constitution prévoit quelque chose et où le Parlement vote quelque chose, et là en l'occurrence la Constitution prévoit un État unitaire et le Parlement est le seul détenteur du pouvoir législatif en matière de fabrication des lois fiscales, et ben, ce même pouvoir qui, qui fait la Constitution ou qui fait les lois euh, peut également en changer. Il peut dire, bon ben voilà, la France est un État unitaire, sauf dans ce cas-là. Et vous souvenez, hein, on a les articles, vous vous souvenez du débat, vous avez entendu parler du débat entre l'article 73 et l'article 74 de la Constitution. Voilà, par exemple, il y a des niveaux d'autonomie qui sont différents et tolérés, et prévus plutôt par la Constitution. Et après, le Parlement, lui, va faire des lois spéciales, dans certains cas, pour ces territoires autonomes. Alors voilà un peu le paradoxe, hein. Les régimes constitutionnels d'autonomie sont prévus par la Constitution et par le Parlement lui-même. Donc on a ces aspects-là. Je rappelle, hein, qu'au plan, je fais une parenthèse, au plan constitutionnel, le territoire de l'État français se compose de l'ensemble des départements, hein, 96 départements métropolitains et 5 départements d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française, et de la Nouvelle-Calédonie, qui bénéficie d'un statut spécial dans la Constitution, et d'ailleurs pour laquelle un nouveau référendum sur l'indépendance est prévu. Il y a aussi sur le territoire, dans le territoire constitutionnel, je dirais, de la France, les terres australes et antarctiques françaises, donc la Terre Adélie sur le continent antarctique, les îles Crozet, Kerguelen, Saint-Paul, Amsterdam, Bassas d'India, Europa, Glorieuse, Juan de Nova, Tromelin, l'île de Clipperton. Or, les TAF, comme on dit, les terres australes et antarctiques, et Clipperton n'ont pas de population permanente et sont administrés directement, hein, par le gouvernement central à Paris. À ces territoires terrestres et continentaux ou insulaires, on rajoute la mer territoriale qui les borde, hein, qui est du territoire français, et sous réserve de la situation et des droits des autres États, cette mer territoriale a une largeur en principe de 12 000 marins, environ 22 km vers le large. Voilà, donc ça, c'est le territoire de la République française. Et donc, il va y avoir des statuts d'autonomie à l'intérieur de ce territoire qui vont être quand même décidés et prévus soit par la Constitution et organisés par le Parlement, soit par le Parlement lui-même. C'est ce qu'on appelle, c'est un deuxième type d'autonomie. Le premier régime d'autonomie, c'est un régime constitutionnel d'autonomie qu'on vient de voir. C'est la Constitution qui prévoit ces autonomies. C'est le cas par exemple pour la Nouvelle-Calédonie. Et ensuite, il y a des régimes légaux, c'est-à-dire des régimes qui sont créés par la loi, c'est-à-dire par le Parlement, et non par la Constitution. Alors le Parlement peut donner, et a donné d'ailleurs, des régimes fiscaux particuliers à certaines parties non autonomes du territoire fiscal français. Par exemple, des taux d'imposition sur le revenu ou des taux de TVA différents
peuvent être en vigueur sur certaines parties du territoire. Par exemple, on a vu que le taux normal de TVA en France continentale et en Corse était de 20%. Il est de 8,5%, je vous ai dit 8,6%, mais c'est 8,5% en Guadeloupe et Martinique, il est de 0% en Guyane et à Mayotte. Bon, ça, ce sont des décisions du Parlement français qui va, à l'intérieur du cadre qui existe déjà, on ne modifie pas le cadre constitutionnel, qui va déterminer un certain nombre, je dirais, d'avantages ou une modulation des types d'impôts. Alors il y a aussi des taux réduits de TVA pour certains biens et services en France continentale. Ces taux réduits de 5 et 10% sont encore plus réduits en Corse, hein, par exemple 2,10%. En Guadeloupe, Guyane, Martinique, 0% toujours en Guyane et à Mayotte. Voilà quelques exemples qui permettent au Parlement de moduler en quelque sorte le régime fiscal à l'intérieur de ce qui est prévu par la Constitution. Par ailleurs, pour favoriser l'implantation d'entreprises et donc d'emplois, dans certaines zones géographiques, des dispositifs qu'on appelle de zones franches ont été institués par le gouvernement. Alors ils sont validés, légalisés par le Parlement, puis le gouvernement va déterminer telle et telle zone en zone franche, hein. On l'a déjà un tout petit peu évoqué. Alors dans ces zones, les entreprises vont pouvoir bénéficier, sous certaines conditions, d'une exonération, d'un allègement d'impôts sur les bénéfices ou un allègement de cotisation de sécurité sociale, alors généralement de manière temporaire. Alors, il y a énormément de types de zones franches, enfin il y en a beaucoup, dirons-nous. Il y a zone franche urbaine, territoire entrepreneur, il y a des zones urbaines sensibles, il y a des zones de dynamisation urbaine, il y a des zones franches d'activité dans les départements d'outre-mer. Il y a une zone franche qui avait été créée pour l'ensemble, les deux départements corse, etc., etc. Donc voilà.